Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, 16 départements toujours en alerte crue et inondation, la plupart dans le sud-ouest. La Garonne a dépassé le niveau de la grande crue de 2006. Nos reporters sont sur place. Le vaccin du laboratoire AstraZeneca autorisé en France pour les personnes de moins de 65 ans. Les doses se conservent facilement et pourront être administrées par les pharmaciens. Une lueur, mais pas de certitude pour les vacances de février. Ceux qui habitent la zone A pourront voyager partout en France, à la mer ou à la montagne. Pour les autres, cela dépendra de l'évolution de l'épidémie. Dans ce journal également, notre enquête sur les produits qui arborent fièrement des drapeaux bleu, blanc, rouge. Sont-ils fabriqués en France? Ce n'est pas toujours le cas et il faut de très bons yeux pour s'en apercevoir. Enfin, nous partirons en Italie dans le Grand Blanc au pied des Dolomites, un massif magnifique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les habitants parlent le ladin, une langue rarissime dont nous avons percé le secret. Une cote de 8,50 m, cela fait 15 ans que le niveau de la Garonne n'était pas monté aussi haut à l'Aréole, en Gironde. En aval, le niveau est même de 10,30 m et le pic de la crue n'est pas encore atteint. Il est attendu demain. Reportage sur place, Yaël Chambon et Nicolas Forestier. Vu du ciel, on se rend compte à quel point la Garonne déborde. Des champs, des routes inondées et là une voiture prise au piège. Des maisons totalement isolées au milieu des eaux et un terrain de rugby désormais impraticable. Tous les cours d'eau sont aujourd'hui en pleine saturation. La Garonne est à deux doigts de sortir complètement de son lit et d'envahir la plaine. On peut commencer un peu à s'inquiéter. Des eaux qui ont recouvert toute une partie de la ville. Pour certains habitants, impossible de sortir de chez eux. Le pain, ensuite des conserves. Alors le maire et les pompiers les ravitaillent par bateau. Vous êtes combien là sur l'immeuble? C'est là que deux, ouais. C'est la deuxième année. Ça fait 1 an que j'habite ici, c'est la deuxième fois. En repartant, nous remarquons de l'activité dans un restaurant. À l'intérieur, son propriétaire met son matériel à l'abri, comme en décembre 2019. Ça va être une petite réussite. Pareil qu'on devrait les atteindre cette année. J'espère pas. En fait, le problème, c'est les prises, quoi. C'est un peu plus embêtant quand ça arrive à l'électricité, quoi. Comme tout a été surélevé ici, voilà, on espère que ça va pas trop monter, quoi. Pour annoncer que les 8,50 m viennent d'être dépassés, la sirène retentit dans toute la vallée. Dès qu'on aura atteint 9 mètres, il faudra que les habitants de la plaine commencent à monter les meubles et s'installer sur le premier étage. Et à 10 km de là, cette famille s'exécute en commençant par la grange. Si la digue est submergée pendant la nuit, ils devront faire pareil dans la maison. Tout est en sécurité ici. Ouais, on va espérer que ça passe pas. On va bien dormir cette nuit? J'espère. Vraiment, j'espère. Avec une Garonne qui continue de monter de 3 à 4 cm par heure, le seuil des 9 mètres pourrait être dépassé dans la nuit. Et pour les prochaines heures, Météo France a maintenu 16 départements en vigilance crue inondation. C'est le cas notamment de la Corrèze, qui était même en vigilance rouge la nuit dernière. Le niveau d'une rivière, la Maronne, inquiète particulièrement les autorités, notamment à Argentat. Selon la préfète de la Corrèze, c'est un lâcher d'eau dans un barrage situé en amont qui a provoqué cette situation. Reportage de Carlo Paredes et Valérie Guinard. Des champs et des maisons inondées, la Maronne, affluent de la Dordogne, n'avait jamais autant débordé depuis 1957. Une montée des eaux qui, 24 heures après, continue de surprendre cet habitant d'un hameau particulièrement touché. À partir de 20h30, en une demi-heure, je l'avais dans le garage. Ça a été quelque chose d'assez énorme, une montée très rapide, très impressionnante. Si les intempéries expliquent en partie cette crue importante, plusieurs barrages en amont contribuent aussi à ce phénomène. Le plus proche, situé à quelques kilomètres des zones inondées, attirait aujourd'hui tous les regards. Il y a combien, 2 ans ou 3 ans déjà? Ça coulait, mais pas comme ça. Là, il faut reconnaître, ça coule. C'est surprenant parce qu'on est censé être géré par des barrages contrôlés, mais bon, les phénomènes naturels sont peut-être plus forts que nous. À son maximum, la nuit dernière, le barrage a vu s'écouler jusqu'à 300 mètres cubes seconde. Un lâcher d'eau qui n'a rien de volontaire pour son gestionnaire, car lui aussi doit s'adapter aux conditions météo. Un peu plus haut sur la rivière. On est arrivé au niveau de remplissage maximum du barrage.
Et donc à ce moment-là, nous avons réalisé des ouvertures de vannes de façon à faire en sorte que le débit qui sort du barrage soit strictement égal et certainement pas supérieur au débit qui entre. Le principe, c'est on n'aggrave pas la crue et on fait transiter le débit naturel. En aval, sur la commune d'Argentat où passe aussi la Dordogne, on reconnaît même tout l'intérêt des barrages dans la gestion des crues. Depuis leur construction dans les années 50, le niveau de l'eau a toujours été maîtrisé. Il y a une échelle graduée des différentes crues qu'il y a pu y avoir au cours des années de vie d'Argentat. Et vous pouvez voir qu'effectivement, sur cette échelle graduée, on a pu monter à presque environ 7 mètres du niveau actuel, alors qu'aujourd'hui, on arrive tout juste au niveau des quais. Un contrôle de la situation qui permet de mettre à l'abri la population au moindre risque, comme ce fut le cas la nuit dernière. Dans le Lot, les crues ont été également très impressionnantes. Regardez ces images. Plus d'une quinzaine de bateaux qui étaient amarrés à Douel, près de Cahors, se sont décrochés avec le ponton auquel ils étaient attachés. Ils ont été emportés par le courant. Certains se sont fracassés contre des piles de ponts. D'autres ont coulé ou ont été très endommagés. Une autre commune se souviendra longtemps de ce mois de février 2021. Tartas, 3000 habitants dans le département des Landes. Pour la 5e fois en un an, le village a été inondé, un phénomène qui auparavant ne se produisait que tous les 6 ou 7 ans. Y a-t-il une explication rationnelle? Reportage sur place, Mickaël Guilleux, Victoria David et Julia Gardet. Pour la 4e fois cet hiver, les habitants de Tartas ont dû ressortir les planches et les bottes. Mais pourquoi tant d'inondations ici? Il y a d'abord la position géographique de Tartas. La ville est située dans ce sous-bassin. Toutes les pluies qui tombent sur cette zone finissent par ruisseler dans la Midouze qui monte. Tartas est installé juste au bord et depuis 2 mois, les précipitations sont 3 fois supérieures à la normale. Mais le problème vient aussi des aménagements humains. Pour les besoins agricoles, pour les villes, 50% des zones humides ont été asséchées en un siècle. Les zones humides, c'est un peu ce qui crée l'éponge en fait quand il y a des grosses pluies. Et nos territoires sont beaucoup moins résilients, capables d'absorber ce genre de crues parce qu'ils ont été trop aménagés et pas dans le bon sens. Pour corriger ces erreurs, il va falloir réaménager les zones rurales tout autour des villages. Il faut éviter cette accélération des eaux qu'on a générée depuis des années. Donc trouver des solutions pour ralentir, recréer des zones humides, replanter des arbres. La restructuration prendra des années. Pas toujours facile à gérer pour les habitants qui doivent vivre avec cette menace. Bah oui, elle va toujours aussi vite. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Pour le moral, c'est un peu difficile par moment. Ça a été tellement rapproché les deux fois que, bon, à force, on est fataliste. À Bégard, le village voisin, lui aussi inondé, le maire a identifié les zones d'habitation les plus sensibles. Les maisons concernées, donc, ce sont celles-ci qui sont sur le bord de la Dour ici et là, donc de la Midouze. Les habitants peuvent continuer à y vivre, mais ces 12 maisons sont désormais invendables, sauf à la mairie. Le droit de préemption permet donc à la collectivité et à la communauté de communes de racheter ces maisons pour les raser. Une décision souvent difficile, mais indispensable pour prévenir ces inondations à répétition. Plus au nord, la Seine et ses affluents ont également atteint une cote critique. Vous le voyez sur ces images tournées ce matin à Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Et puis sur ces images-là également à Paris. La Seine a atteint le niveau de 4,25 m à la gare d'Austerlitz. Et le zouave du pont d'Alma que vous avez aperçu a de l'eau jusqu'en haut des mollets. Mais on est encore loin des crues records d'il y a 3 ans. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette très bonne nouvelle sur le front de l'épidémie. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert au vaccin développé par AstraZeneca. Faute de données suffisantes, ce vaccin, en tout cas pour l'instant, n'est recommandé que pour les personnes de moins de 65 ans. Les doses sont très faciles à conserver au réfrigérateur et elles pourraient être administrées par les pharmaciens. Joséphine Devambé. C'est le vaccin peu cher et facile à distribuer sur lequel l'Union européenne a parié pour accélérer la campagne de vaccination. Qui pourra être vacciné? En priorité, ceux qui l'attendaient le plus et qui sont le plus exposés, le personnel soignant. Tous les professionnels de santé et du médico-social, quel que soit leur lieu d'exercice, y compris en ville, essentiellement parce qu'on a besoin d'eux en première ligne. Deuxième catégorie, les personnes atteintes de comorbidités entre 50 et 64 ans.
Pour ce nouveau vaccin, les plus de 65 ans ne sont donc pas prioritaires. Les essais cliniques les concernant sont à ce stade insuffisants. Par qui le vaccin sera-t-il administré? Autre nouveauté, si le ministère l'accepte, les médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens pourront vacciner. Ces derniers y sont habitués. Certains ont même déjà une salle dédiée dans leur officine. Ici, c'est typiquement un local de vaccination avec donc tout ce qu'il faut pour tout le matériel pour enregistrer la vaccination, bien sûr les locaux de désinfection et le frigo à disposition, donc qui est un frigo médical où vous voyez nous avons donc le vaccin grippe. Et ça tombe bien, le vaccin AstraZeneca se conserve également dans un frigo ordinaire. Avec 21 000 pharmacies en France, l'idée est de lancer une vaccination massive et de proximité. À partir du moment où on nous donne des doses, nous sommes prêts du jour au lendemain à enclencher une vaccination de masse. Donc la seule problématique qui reste, c'est donnez-nous des doses. C'est en effet la question la plus délicate. Combien de doses seront disponibles et quand? AstraZeneca a annoncé la livraison de 2,5 millions de doses d'ici la fin du mois. Les pharmaciens en auront à ce moment-là suffisamment pour commencer à vacciner en officine. Ce fut l'un des constats les plus douloureux au début de l'épidémie. En février et mars dernier, la France, l'un des pays au monde qui dépense le plus pour la santé, était incapable de fabriquer des masques, des respirateurs et des médicaments de base. La même chose est-elle en train de se reproduire pour les vaccins? Emmanuel Macron a convoqué ce soir à l'Élysée une réunion avec les laboratoires pour qu'ils accélèrent la production de ces vaccins. Caroline Bell, Mathilde Véron et Jean-Marie Bagayoko. En plein cœur de l'Eure-et-Loire, ce site de production de produits pharmaceutiques s'est engagé à aider Pfizer en avril prochain. Moderna pourra aussi compter sur une autre usine, Recipharm, en mars. Au total, 4 sous-traitants, que l'on appelle des façonniers, vont participer à l'effort de production des vaccins alors qu'il en existe plusieurs dizaines en France, à condition de garantir des conditions drastiques de fabrication. Fabriquer un vaccin, c'est pas comme fabriquer un médicament. Un vaccin, c'est un médicament biologique. Ces façonniers, eh bien, ils ont aujourd'hui des capacités de production qui sont pas suffisantes. Pourtant, le temps presse pour vacciner rapidement face à la menace des variants. Le laboratoire Sanofi s'engage à mettre à disposition ses lignes de production en Allemagne pour mettre en flacon le vaccin de Pfizer-BioNTech. Mais ce ne sera pas avant 6 mois. Si on demande maintenant à des laboratoires, non pas de simplement mettre en flacon, mais de produire le vaccin, à supposer que ce soit nécessaire, le temps de préparation, de mise en place de ces sites est plutôt de l'ordre de l'année, voire de l'année et demie. En attendant, le gouvernement a donc refait ses calculs et espère disposer de 8 millions de doses en février, 35 millions en avril et jusqu'à 78 millions en juin, à condition que 2 autres vaccins, celui de CureVac et de Janssen, soient validés. C'est une question que vous êtes très nombreux à vous poser. Pourrez-vous partir quelques jours en vacances en février? Ce matin, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a expliqué que pour l'instant, les Français peuvent passer d'une région à l'autre. Bonne nouvelle donc pour ceux qui habitent la zone A, dont les vacances commencent samedi. Pour les autres, le suspense reste entier. Reportage Yann Nevin, Yanis Matisse et Delphine Sidbon. Oh, l'air pur, l'air marin, l'air frais, vous en rêvez, mais pour la plupart, vous restez prudents. On l'avait déjà fait là aux dernières vacances, partir à la dernière minute. Donc c'est possible qu'on parte, on ne sait pas encore. On reste à la maison et on travaille. Je vais attendre ce qui va être dit, mais sinon je vais partir en vacances dans le sud. Les Lyonnais sont en vacances samedi et pour beaucoup, la destination privilégiée est la montagne, si proche. Aller faire de la luge. On va aller faire de la luge si on peut. Comme à Noël, les Français choisissent d'abord la moyenne montagne devant la Bretagne et le sud-ouest, selon les réservations de la SNCF. Même tendance dans cette agence en ligne qui s'est recentrée sur la France depuis vendredi. On voit aussi dans les thématiques que mer ou campagne en France, ça a été très bien cliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup de réservations en dernière minute. On a la montagne, mais on a également les bords de mer, Normandie, Bretagne. Et ensuite, les destinations qui restent encore ouvertes aujourd'hui, donc ça va être les Canaries. Les Canaries restent accessibles, mais tous les séjours en dehors de l'Europe sont annulés sur ce site. Pour l'outre-mer, tout déplacement doit être justifié par un motif familial, professionnel ou sanitaire. Cette compagnie aérienne, spécialiste des Antilles, vole avec des avions aux 2 tiers vides. Je pars travailler. Vous avez la tête? Ouais, bien sûr.
Là, la tendance était vraiment extrêmement bonne depuis décembre. On était bien parti pour faire un bon mois de février. Les annulations aujourd'hui sont supérieures aux réservations. Pour nous, le retour des motifs impérieux, c'est tout simplement équivalent à un confinement. Même répercussion pour cette hôtelière à Saint-François, en Guadeloupe. On a chuté à 40% de taux de remplissage. Nous avons 15 employés et sur nos employés permanents, nous allons devoir mettre 2 personnes au chômage partiel pour le mois de février. Grand gagnant des vacances de Noël, les départements d'outre-mer seront les grands perdants de celles de février. Et en février, ceux qui partent en vacances choisissent parfois la montagne. Cette année, les stations sont ouvertes, mais vous le savez, les remontées sont fermées. Adieu le ski alpin, bienvenue au ski de fond et aux promenades en raquettes. Charles Divot et Guillaume Aguerre ont tenté de réserver à la Fécla, station de ski nordique en Savoie. Ils n'étaient pas les premiers. Dernière vérification, tout doit être parfait. Chalet par chalet, il faut contrôler le moindre recoin pour accueillir les clients au plus vite. Dès le début des vacances, donc dès samedi, ce logement sera occupé. Et pour toutes les vacances scolaires, on l'espère. Sana s'occupe de la location d'une centaine d'appartements. Et depuis ce matin, elle doit gérer un étonnant afflux de réservations. On a donc presque une dizaine de nouvelles réservations aujourd'hui. C'est vrai que les clients maintenant réservent beaucoup à la dernière minute. Pour la semaine qui arrive, on affiche quasi complet. Alors qu'elle s'apprêtait à vivre une saison blanche, comment expliquer ce regain d'intérêt pour les stations de moyenne montagne malgré la fermeture des remontées mécaniques? Pour le savoir, il suffit de sortir un plan des pistes. Alors qu'on comprenne. Celui-là, ça c'est le plan des pistes nordiques. C'est-à-dire que tout ce domaine-là, il n'y a pas besoin de remontée mécanique. Suffisant pour en faire une destination à la mode. Ils peuvent se rabattre là-dessus, mais la station va vite être saturée. Ah, vous pensez que ça peut être saturé même? Ça peut être saturé. Et pour cause, fermeture des frontières oblige, la station s'apprête à accueillir une toute autre clientèle, celle qui d'ordinaire préfère le sable à la neige. On a déjà connu un peu cet été ce phénomène, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas partir à l'étranger, ou les gens se répartissent sur les domaines plutôt moyenne montagne, puisque pourquoi les très hauts, l'alpin est enfermé. Des clients qu'il faut bien sûr équiper, de quoi assurer 70% de son chiffre d'affaires en comparaison avec l'an dernier. Même constat du côté de l'autre activité star de cet hiver, les balades en chien de traîneau, qui comptent bien profiter de l'arrêt des télésièges. C'est vrai qu'on travaille plus en ce moment que d'habitude. On a aussi ceux qui étaient censés partir sur les îles un peu ou s'expatrier complètement, enfin partir en vacances à l'étranger. Et du coup, c'est vrai qu'ils montent à la montagne alors que d'habitude, pas du tout. Un second souffle pour cette station d'ordinaire habituée à être dans l'ombre des plus grandes. Rien que pour le mois de février, elle mise sur un taux de remplissage de 70%. Parmi les indicateurs scrutés pour évaluer l'évolution de l'épidémie, il y a bien sûr les variants britanniques, californiens, brésiliens et sud-africains, sans doute le plus redouté. Cette mutation du virus est apparue en décembre dernier à Durban, sur la côte est de l'Afrique du Sud. C'est un laboratoire de la ville qui l'a isolé en premier. Nos envoyés spéciaux Liseron Baudoul et Irina Fourny ont rencontré les scientifiques qui ont fait cette découverte. À Durban, les plages sont vides et surveillées par la police. Le gouvernement a décidé de les fermer depuis un mois pour éviter la propagation du variant. Dans cette ville, le variant a infecté des quartiers entiers. C'est d'ailleurs ici qu'il a été détecté pour la première fois fin décembre. Là, nous arrivons dans le laboratoire où les scientifiques sud-africains ont découvert le 501YV2, l'inquiétant variant. La salle est stratégique. Ici, une équipe de 3 biologistes traque le variant jour et nuit. Elles le connaissent intimement. Ça, c'est l'ADN du variant, provenant de 96 prélèvements de patients infectés. On les prépare pour les observer dans une machine de séquençage. Le séquençage, c'est ce qui permet d'obtenir l'empreinte génétique du virus. Et là, nous pouvons identifier chaque changement dans le virus. C'est comme ça qu'on a identifié le nouveau variant. Le virus mute continuellement, alors ce bioinformaticien ne le lâche plus. Il scrute son évolution. Le variant apparaît beaucoup plus contagieux. Et il pourrait muter encore ? Oui, il pourrait y avoir beaucoup plus de mutations. Le Covid pourrait devenir comme la grippe, avec de nouvelles versions chaque saison. Dans ce laboratoire, il y a aussi Tullio, le scientifique qui chasse les virus depuis 20 ans. Il a découvert récemment que le variant sud-africain, tout comme le californien et le brésilien, ont une caractéristique commune,
embarrassante. Quand le variant pénètre dans les cellules, les anticorps sont moins actifs pour neutraliser le virus. Cela veut dire qu'une partie du vaccin sera légèrement moins efficace. Le chercheur estime qu'une nouvelle phase de la pandémie commence maintenant. Nous nous attendons dans les prochaines semaines à ce que beaucoup de variants apparaissent partout dans le monde, avec la même mutation. Pour ces scientifiques, il est donc urgent maintenant de lancer une collaboration internationale pour lutter contre les variants, en ne laissant aucun pays sur la touche. En France, les semaines de confinement, le couvre-feu, les fermetures administratives ont plongé des centaines de milliers de professionnels dans une très grande précarité. C'est ce que montre d'ailleurs le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui vient d'être publié. C'est le cas par exemple à Narbonne d'une gérante de salle de sport. Elle n'a plus aucun revenu et ne peut plus payer le loyer de son appartement. Florence de Juvigny et Audrey Guiraud l'ont rencontrée. Donc voilà, c'était le lieu où je vivais, les vestiaires. Ce devait être provisoire. Cela a duré près de 3 mois. Plus de 70 nuits à dormir ici avec son fils. Lui avait préféré se glisser dans ce petit coin, dans le vestiaire des hommes. Le froid qui a été le plus difficile, et puis le fait de ne pas pouvoir décrocher, d'être toujours dans cet environnement et de se dire quelle est la solution. Elle inaugure cette salle de sport en janvier 2020. 2 mois plus tard, premier confinement. Tout est suspendu, sauf les charges et les emprunts à rembourser. 17 000 € chaque mois. Deuxième confinement arrive, et malgré les aides, oui certes, qui sont présentes, ces aides ne couvrent pas les charges mensuelles. Et on commence à décliner doucement. Donc je décide de faire l'impasse sur mon salaire. Pas de chômage, elle n'est pas salariée. Payer son loyer ou sauver son entreprise. Avec son fils de 16 ans, il décide de se battre, coûte que coûte. De dire qu'on passe d'une maison à une salle de sport, ça fait bizarre aussi. Et ensuite, c'est le dire à ses potes. J'ai mis quelques semaines, je pense. Mais à la base, je le disais sur le forum de rigolade. Elle met 2 mois à parler de ce matelas dans le vestiaire. Il y a cette peur qui est là, toujours sur nos épaules, parce qu'on se sent glissé. J'ai toujours eu un salaire, ma vie a toujours été belle. J'ai élevé mes enfants dans une maison avec jardin. Tout a toujours bien roulé. J'ai pas de colère. Une grande tristesse. Depuis quelques jours, un couple d'inconnus leur prête une maison. Mais elle connaît une dizaine de collègues dans la même situation. S'accrocher, dans l'espoir que bientôt, leur salle reprenne vie. Et nous vous donnerons de ces nouvelles, c'est promis. D'autres commerçants ou gérants de petites entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. L'an dernier, 2164 entreprises ont fait faillite en raison de la crise sanitaire. Mais il arrive que certaines d'entre elles parviennent à rebondir grâce à des repreneurs qui investissent à leur tour en prenant quelques risques, bien sûr. Regardez cette enquête de Fabien Chadeau, Philippe Véron et Florian Fernandez. Ces 2 hommes d'affaires sont à la tête d'une dizaine de boulangeries dans l'ouest de la France. Leur groupe n'a pas souffert de la crise, au contraire, il est en pleine expansion. Bonjour, David Lacombe. Ils ont décidé de s'implanter à Paris. Ils cherchent à reprendre un établissement. Aujourd'hui, à travers malheureusement cette période Covid, on pense qu'il y a des opportunités qui doivent pouvoir se présenter. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est là. Ils font appel à un ancien administrateur judiciaire, David Lacombe. Fin août, il sent que la crise va faire des victimes dans de nombreux secteurs. Il crée la clinique de la crise. Le travail de la clinique de la crise, ça va être identifier des entreprises qui ne sont pas trop abîmées, des entreprises où les dirigeants sont dans une volonté de passer la main. Justement, il est en contact avec un restaurateur qui vend son établissement. Il organise une visite sur place. Nous pourrions venir en début d'après-midi ? Plutôt à partir de 14h30. Ok, très bien. C'est là-bas. Une brasserie qui pourrait facilement être reconvertie en boulangerie. Elle est située au cœur d'un quartier d'affaires à Nanterre, en banlieue parisienne. Bonjour, enchanté. Fermé à cause de la crise sanitaire, l'établissement est en grande difficulté depuis des mois. Le propriétaire n'en peut plus. On a été touché gravement, les gilets jaunes, les grèves, plus cette année c'est le Covid, donc ça m'a fragilisé énormément, non seulement au niveau financier, comme au niveau mental, quoi. Je suis fatigué. Un poids devenu beaucoup trop lourd, d'autant que pour acheter son restaurant, il a dû hypothéquer sa maison. Il doit encore beaucoup d'argent à la banque. Son objectif aujourd'hui, ne pas couler.
je sais que je vais perdre 600, 700 000 euros. Mais bon, on n'est pas toujours gagnant. L'important, c'est plus de dettes, plus d'engagement personnel et de rembourser les banquiers. Et puis voilà quoi. T'as combien de places en tout assises? 49 actuellement avec la configuration actuelle. 49 plus en bas? Est-ce une bonne affaire? Qu'en pense le repreneur potentiel? Première impression positive juste après la visite. Aujourd'hui, on estime à peu près à 20 ou 30% l'économie que vous feriez sur cette acquisition. C'est une opportunité, oui, tout à fait. Nicolas Beckham fera donc une offre de reprise qui devra être acceptée par le tribunal de commerce. Pour l'instant, le nombre de défaillances d'entreprises reste très faible grâce aux différentes aides de l'État. Mais pour combien de temps encore? Les investisseurs à l'affût de bonnes affaires en profiteront-ils? Nous sommes allés poser la question à un administrateur judiciaire. Quand on va retirer la perfusion, ça va être une catastrophe. Ça, combiné avec les effets de la crise, ça donnera probablement de gros effets de restructuration. Et avec, comme toujours, dans toute révolution économique, des gagnants et des perdants. Oui, donc il y en a probablement quelques-uns qui arriveront à faire de bonnes affaires. L'hôtellerie, le tourisme, les loisirs ou encore l'aérien, tous ces secteurs fauchés par la crise sanitaire seront sans doute les premiers à subir les plus fortes restructurations. Je vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a reçu en fin d'après-midi plusieurs représentants des laboratoires pharmaceutiques. Il leur a demandé instamment comment ils comptaient faire pour accélérer la production de vaccins. À ce jour, vous le savez, seul 1,5 million de Français ont reçu une première dose. À l'issue de cette réunion, Emmanuel Macron va répondre en exclusivité dans un instant en direct de l'Élysée aux questions d'Adrien Gindre, notamment sur le rythme des vaccinations. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Vous venez de présider une réunion de mobilisation sur la vaccination. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on vaccine encore trop lentement? La campagne de vaccination qui est lancée est une campagne européenne. Et nous avons besoin de le faire en européen. Je veux insister là-dessus, parce que nous ne pourrons vaincre le virus que si dans tous les pays de l'Europe où nous circulons librement, nous arrivons à avoir au même rythme la même campagne de vaccination. Nous avons acheté des vaccins, nous Européens, plusieurs vaccins, 3 sont aujourd'hui homologués, d'autres viendront dans les prochaines semaines. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler notre campagne de vaccination. Elle se déroule au rythme qui était prévu. Alors, ça peut paraître trop lent quand on se compare à d'autres pays qui avaient fait d'autres paris, qui sont aussi des pays qui, comme le Royaume-Uni, sont des îles, donc peuvent fonctionner différemment, ou les États-Unis d'Amérique, qui, eux, ont acheté massivement les tout premiers vaccins. Mais je défends la stratégie que nous avons adoptée avec l'Allemagne, avec l'Union européenne, qui est précisément de vacciner en européen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer d'abord nous concentrer sur les plus fragiles, c'est-à-dire nos aînés et nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. C'est exactement le même rythme, la même solution que nos voisins allemands et que nos autres voisins européens. Aujourd'hui, ce qui nous contraint, c'est l'accès aux doses. Et donc, ce qu'il faut réussir à mobiliser, ce sont tous les laboratoires qui permettent de produire ces vaccins homologués par nos autorités sanitaires pour le plus vite possible acquérir le maximum de doses en toute sécurité. Mais ça veut dire, cette mobilisation, qu'on va produire plus de doses? À quelle échéance? Alors ça veut dire que nous avons un échéancier. À court terme, il n'y a pas d'incertitude. Il y a un calendrier et nous mettons la pression. Vous avez vu ces dernières semaines, c'est ce qui fait que beaucoup d'ailleurs de vos téléspectateurs, de nos concitoyens, ont pu avoir des rendez-vous décalés ou reprogrammés. Parce qu'il y a eu des doses qui devaient être livrées à une date qui avait été décalée par nos fournisseurs. En même temps, il y a quelques semaines encore, nous ne pensions pas avoir de vaccin si vite. Donc il faut qu'on se représente tous l'extraordinaire accélération que nous sommes en train de vivre. Donc tout ça est en train aujourd'hui de se stabiliser. On a de la visibilité maintenant sur les prochaines semaines de manière sûre. Ce qu'on veut faire, c'est produire encore davantage, à court terme, dès les prochaines semaines, c'est-à-dire dès fin février, début mars, nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura 4 qui vont produire ce vaccin et qui, à partir de fin février, début mars et sur les semaines et mois qui suivront, vont progressivement s'ouvrir et produire.
Et donc, ce que j'ai voulu faire cet après-midi, c'est mobiliser les laboratoires pharmaceutiques qui ont trouvé ce vaccin, ceux qui les produisent à grande échelle et ceux qui, sur notre sol français et en Europe, produisent aussi ou conditionnent ce produit pour le mettre dans ces fameuses doses. Donc là, on mobilise pour encore faire plus et essayer d'accélérer ces doses-là. La deuxième chose, parce qu'il faut toujours anticiper, c'est comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois, nous allons vivre avec le vaccin. Et donc, on entend beaucoup parler de ces variants. Le virus va continuer à évoluer. Et donc, pardon, j'ai dit on va vivre avec le vaccin, ça oui, mais on va vivre avec le virus aussi. Et donc, ces variants, nous allons devoir y répondre en adaptant aussi soit ces vaccins, soit ce qu'on appelle des rappels vaccinaux. Et donc, on doit tout de suite prévoir ce qu'on doit produire à l'automne-hiver prochain pour faire face à une éventuelle évolution du virus. Ça se prépare dès maintenant pour pouvoir avoir les sites de production et les doses à l'automne, l'hiver ou au début d'année prochaine. Mais ça veut dire que les laboratoires qui produisent aujourd'hui des vaccins vont devoir céder leur licence? Comment ça va s'organiser? Alors il y a deux choses différentes. Ce qu'on appelle la licence, c'est la propriété intellectuelle. Quand quelqu'un innove, il est normal qu'il ait une propriété intellectuelle. Par contre, ce que dès le début, vous m'avez entendu le dire il y a quasiment un an, ce qu'on doit absolument assurer, c'est l'accès mondial. C'est-à-dire, qui que ce soit qui invente, il est de manière juste rétribué pour sa propriété intellectuelle, mais il doit la partager avec toutes celles et ceux qui peuvent le produire. Aujourd'hui, notre contrainte, parce que j'entends les débats qui montent sur ce sujet, notre contrainte n'est pas la propriété intellectuelle des vaccins. Notre contrainte, c'est la capacité à produire ces vaccins en grande quantité. Vous avez les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. Pardon de rentrer dans les détails, mais je sais que tous nos concitoyens suivent ce sujet de très près. Ces vaccins-là, jusqu'à il y a quelques semaines, nous ne les maîtrisions pas. C'est ce qu'on appelle des vaccins qui reposent sur l'ARN messager. Eh bien, nous sommes en train de convertir des sites en Europe pour les produire. Sanofi, par exemple, va convertir un de ces sites en Allemagne pour, dans les prochains mois, pouvoir le produire. Et donc, là où nous avons aujourd'hui une contrainte, c'est dans notre capacité à produire plus vite et à large échelle ces vaccins. D'abord pour nous-mêmes, mais il nous faut aussi tout de suite penser aux pays les plus pauvres, aux pays émergents et en développement, parce que si nous ne vaccinons pas aussi dans ces pays, le vaccin tournera, fera à nouveau des mutants, et d'abord, il frappera de manière injuste les plus pauvres, et ensuite, le virus reviendra dans nos pays. Et donc, ce qu'il est important d'organiser, c'est plus vite, plus fort, la production, partout où on le peut, de ces nouveaux vaccins, et permettre une production mondiale pour fournir également les concitoyens des pays les plus pauvres, du continent africain, latino-américain, etc. Est-ce que vous pouvez chiffrer le nombre de doses supplémentaires qu'on va ainsi produire et est-ce que ça nous permet de garantir que tous les Français sont vaccinés avant l'été? Alors, nous avons aujourd'hui sécurisé au niveau européen environ 2,3 milliards de vaccins. Bon. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui certain. Nous espérons faire encore plus si on arrive à accélérer, si on arrive à plus vite homologuer de nouveaux vaccins et à accélérer la production de certains autres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est compte tenu des contrats que nous avons sécurisés en européen, ça signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été. Monsieur le Président, vous évoquez là la mobilisation en France. Il y a des vaccins qui existent à l'étranger. Sputnik, par exemple, en Russie. La chancelière allemande dit ce soir que tous les vaccins qui seront autorisés seront les bienvenus. Qu'est-ce que vous dites, vous? Exactement la même chose. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons toujours conçu les choses. Mais pour qu'un vaccin soit autorisé, il doit déposer une autorisation de mise sur le marché. Il y a plusieurs semaines, j'ai pris l'initiative d'envoyer une mission scientifique en Russie pour pouvoir échanger avec les équipes. Les échanges ont été tout à fait positifs. On a vu aujourd'hui des publications qui semblent indiquer une très forte efficacité du vaccin Sputnik. Mais nous ne pouvons pas le distribuer en France tant que le producteur russe n'a pas soumis une autorisation de mise sur le marché à nos autorités. Et c'est normal, c'est une question de responsabilité sanitaire. À la minute où il la déposera, dans les meilleurs délais, les autorités européennes et avec elles chacune de nos autorités nationales, évidemment, regarderont scientifiquement, de manière indépendante, ce vaccin et, en fonction de ses résultats et des preuves, l'homologueront ou pas. Ce n'est pas une décision politique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une décision qui est scientifique
Et heureusement, parce qu'il s'agit de vaccins qu'on va inoculer dans votre corps, et donc il faut que nos concitoyens soient protégés. En France, la Haute Autorité de Santé a recommandé aujourd'hui l'utilisation du vaccin AstraZeneca chez les moins de 65 ans, et elle indique qu'il peut être administré par les pharmaciens et les sages-femmes. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Oui, alors c'est ce qui est souhaité. Le vaccin AstraZeneca est plus simple en termes d'utilisation que ceux qu'on a connus jusqu'alors, parce qu'il se conserve et se distribue à des conditions qui sont à peu près équivalentes à celles du vaccin de la grippe, qu'on connaît bien. Et donc nous allons évidemment respecter cette consigne, si je puis dire, conformément à la stratégie de vaccination qui a été présentée par le gouvernement. Ces vaccins AstraZeneca va d'abord être utilisés pour les personnels soignants qui ont moins de 60 ans, parce que ça correspond justement à ce ciblage en quelque sorte, ces recommandations. Et on le sait, ce sont nos personnels soignants qui sont les plus exposés, qui ont le besoin d'être le plus rapidement vaccinés. Et ensuite, en fonction de l'âge, ce vaccin sera proposé, je dirais, par tranche d'âge, en passant toujours de celles et ceux qui sont le plus exposés, donc les plus âgés. Mais pour ce vaccin AstraZeneca, on ne le proposera pas aux plus de 65 ans. Est-ce que ce sont ces vaccins et cette stratégie qui nous permettra d'éviter le reconfinement? Écoutez, ce sont deux choses différentes. Pour être tout à fait transparent avec vous, ça n'est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d'éviter à court terme un reconfinement ou non, ou qui nous permettra de gérer la situation de l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le virus circule à une grande vitesse. Nous sommes sur ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire qu'on a environ entre 20 et 25 000 cas par jour depuis plusieurs semaines. Nous sommes à cette situation parce que nous avons pris des décisions plus tôt que d'autres, et parce que nos concitoyens ont fait beaucoup d'efforts, en particulier durant les fêtes, puis avec ce couvre-feu, à 20h, puis à 18h. Ce qui fait que nous n'avons pas le pic que connaissent d'autres pays. Mais ce n'est pas la campagne de vaccination qui permettra de répondre à la pression que nous avons sur nos hôpitaux, sur nos réanimations. C'est notre mobilisation à tous, c'est-à-dire notre capacité d'abord à tenir les gestes barrières pour éviter d'attraper le virus. Ensuite, notre capacité à bien respecter le triptyque tester, accompagner, protéger. Dès qu'on a des symptômes, se tester, et maintenant nous avons des tests qui se font dans la journée. Quand on est testé positif, tout de suite se déclarer pour que les cas contacts soient identifiés et se mettre à l'abri. Ne jamais aller travailler, ne jamais aller au contact des autres quand on est positif, parce qu'à ce moment-là, on diffuse du virus. Et ce deuxième pilier de notre stratégie est absolument clé pour essayer de réduire justement la circulation du virus et de l'épidémie. Et en parallèle de ça, on va continuer à avancer sur le traitement pour éviter les formes graves et sur le vaccin. Mais à court terme, gestes barrières, se tester, s'isoler, déclarer ses cas contacts, être suivi, si on le souhaite, par un médecin, une infirmière, et collectivement être extraordinairement responsable, comme nos concitoyens le sont depuis plusieurs semaines, et je les en remercie très profondément. Et on va continuer à gérer ainsi cette épidémie avec un objectif qui est de protéger les plus faibles, de protéger notre système de santé et de pouvoir au maximum aussi protéger notre jeunesse qui a besoin d'étudier, d'aller à l'école et d'avoir un pays le plus ouvert possible malgré le virus. Et tout cela fonctionne suffisamment aujourd'hui pour que l'on puisse garder ce confinement encore loin de nous un moment. Chaque jour, nous vérifions les chiffres. Chaque jour, nous suivons la situation. Elle est, vous le savez bien, extrêmement tendue. Mais j'ai confiance dans notre capacité à nous mobiliser. Nous avons une part de, justement, la réponse dans nos mains, dans notre responsabilité individuelle, dans notre responsabilité collective. Et chaque jour, nous regardons très précisément les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de réanimation. Et faites-moi confiance, j'essaierai de prendre à chaque étape les décisions les plus adaptées pour tenir ensemble tous ces objectifs pour notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà donc pour ces questions auxquelles a répondu en direct Emmanuel Macron à l'Élysée, questions auxquelles il a répondu, posées par Adrien Jeanne. Je vous en rappelle les principales annonces. Début mars, tous les résidents des EHPAD seront vaccinés et avant la fin de cet été, tous les adultes qui le souhaitent seront vaccinés. Au niveau européen, 2,3 milliards de vaccins ont été sécurisés. Des négociations continuent avec les laboratoires pour augmenter le nombre de doses disponibles. Emmanuel Macron qui ne s'est pas engagé concernant un éventuel reconfinement ou sur l'absence d'un éventuel reconfinement.
L'actualité à l'étranger à présent, c'est d'abord cette tempête de neige qui s'est abattue sur le nord-est des États-Unis. On attend dans les prochaines heures à New York des chutes de neige records alors qu'il est déjà tombé 40 cm sur Central Park. L'état d'urgence a été décrété dans toute la ville. Julien Garraud et Adrien Ponsard sont sur place. On commence ce reportage au cœur de Manhattan. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde. On va quand même essayer de circuler en ville. J'aperçois les taxis là-bas, on va s'y rendre. Dans New York paralysé, peu de véhicules dans les rues. Priorité au chasse-neige. Hello. Bonjour, on peut aller à Times Square? Go to Times Square? Oui, on y va. Ok, go. Go for it. Balade dans une ville à l'arrêt. Peu de clients aujourd'hui pour notre chauffeur. Et malgré les rues désertes, nous avançons à toute petite vitesse. Ils déblaient la route sans arrêt, mais c'est dangereux de conduire quand même. Je dois vraiment garder une bonne distance avec la voiture devant. Et voici Times Square, débarbouillé à coups de pelle, de déneigeuses et même de brosses. Le cœur touristique de la ville comme suspendu. D'habitude, vous ne pouvez rien entendre. C'est toujours plein de monde et très bruyant. C'est pas simple de sortir de chez soi. Toutes les rues ne sont pas nettoyées, donc on tombe facilement. Jusqu'à 50 cm de neige attendus par les prévisionnistes. Ce serait l'un des records de la ville. Les écoles, les centres de vaccination sont fermés. Les avions cloués au sol. 8 millions d'habitants sont invités à rester à la maison. L'état d'urgence a été décrété dans la ville. En théorie, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Mais comme vous le voyez, les New-Yorkais en profitent pour se distraire. Central Park, transformé en station de ski, ou presque. Vous voulez essayer? Ah non, je vais me casser une jambe. Vous cassez une jambe. Pourtant, c'est amusant. L'espace de quelques jours, New York la bouillonnante s'endort, congelée. En Russie, le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a été à nouveau condamné ce soir à plus de 2 ans de prison ferme. Selon le tribunal de Moscou, il a violé les conditions de son contrôle judiciaire. Il devrait purger sa peine dans une colonie pénitentiaire. Ses partisans ont appelé à manifester. Paris juge inacceptable cette condamnation et demande avec les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni sa libération immédiate. En France, vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, ces produits ont un point commun. Tous arborent fièrement un drapeau français sur leur emballage. Pour le consommateur, cela signifie a priori que le produit est fabriqué en France. La réalité est beaucoup moins simple. Valentin Després et Lionel Audibert ont mené l'enquête et ils ont eu quelques surprises. Vous avez peut-être ces derniers temps craqué pour un t-shirt aux couleurs de notre beau pays, la France. Pour un short ou encore des chaussures bleu, blanc, rouge, sur Internet, il y a aussi des casquettes et même des masques tricolores. Mais à y regarder de plus près, ces couleurs signifient-elles que ces produits sont fabriqués en France? C'est le drapeau de la France, mais c'est pas forcément fait en France. N'importe qui peut faire un truc bleu, blanc, rouge, n'importe quel pays. Hein. Je vois du bleu, du blanc, du rouge. De prime abord, oui, mais après, j'ai moins ce réflexe d'aller vérifier. Vérifions justement. Vietnam, bah voilà. Made in Vietnam. Quand les gens ne se posent pas la question et qu'ils ne vont pas voir sur les étiquettes intérieures, ils ne le savent pas, quoi. Dans nos rayons, certains vêtements bleu, blanc, rouge sont en effet fabriqués à l'étranger, comme ce sweat ici Made in China, ou encore ce t-shirt Made in Maroc. Selon ce défenseur du Made in France, promoteur du label Origine France Garantie, il s'agit d'une tromperie commerciale. Vous voyez un petit drapeau bleu, blanc, rouge. L'acheteur pense qu'il achète une basket française. D'autant plus si vous êtes une marque française, il accepte de la payer beaucoup plus cher qu'elle ne vaut en fait. Et il y a des marges qui se dissimulent derrière cette fraude, derrière cette usurpation du drapeau français. Ces marques que nous avons contactées assument leur choix. Certains de nos designs reflètent le patrimoine et l'ancrage tricolore de notre marque. Pour cette autre enseigne, tous ces produits ne peuvent pas être faits entièrement en France. Un produit fabriqué en France aujourd'hui aura un prix qui sera inaccessible pour les consommateurs. Ce produit, typiquement, il est assemblé au Maroc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 100% des matières sont tricotées et teintes en France. Alors, comment s'y retrouver? Si vous souhaitez absolument acheter français, ayez le réflexe étiquette Made in France, fabriqué en France, ou encore Origine France Garantie.
Comme tous les soirs, ne dérogeons pas à nos bonnes habitudes. C'est l'heure de répondre à vos nombreuses questions. Bonsoir Justine Corbillon. Bonsoir Gilles. Celle-ci tout d'abord, très simple. Les réunions parents-prof sont-elles autorisées après 18h, c'est-à-dire après le couvre-feu? Oui, si vous avez ce genre de rendez-vous, il faut simplement cocher sur l'attestation la case déplacement entre le domicile et le lieu d'enseignement, c'est la première. Mais dès que c'est possible, l'Éducation nationale recommande tout de même de faire ces réunions à distance, soit avec le téléphone, soit même en visioconférence, si vous commencez à vous habituer à ce mode de communication. Autre question, Justine. Une famille de 5 personnes peut-elle inviter des amis chez elle pour le déjeuner ou pour le café? Oui, rien ne vous en empêche, car légalement, aucune verbalisation ne peut se faire sur votre lieu de vie privé. Mais il y a toujours cette recommandation du gouvernement, 6 personnes maximum, surtout si vous êtes à table. Maintenant, si vous êtes un peu plus nombreux, respectez d'autant plus les gestes barrières. Et enfin, Justine, j'ai reçu mes 2 doses de vaccin, je suis donc immunisé. Si je pars à Rome ou à Madrid, est-ce que je dois quand même faire le test PCR? Question importante. Et oui, c'est vrai que beaucoup nous la posent parce qu'être vacciné ne vous dispense ni de test pour voyager, ni de porter le masque. Même si vous êtes vacciné et immunisé vous-même, vous pouvez toujours porter le virus, le transporter dans vos voies respiratoires et donc peut-être contaminer les autres. Merci beaucoup, Justine, pour ces explications très claires. Je vous rappelle les principales annonces faites dans ce journal par Emmanuel Macron. La première, début mars, dans quelques semaines. Donc tous les résidents des EHPAD seront vaccinés. Autre étape, avant la fin de l'été, tous les adultes qui le souhaitent seront vaccinés. 2 autres points importants à retenir. 4 sites en France vont produire des vaccins homologués. Enfin, concernant le reconfinement, le chef de l'État précise qu'il regarde la situation au jour le jour et n'a pas encore pris sa décision quant à un éventuel confinement ou à l'absence de confinement. Sur LCI, vous en saurez peut-être plus juste après ce journal. Dans le Grand Soir, Julien Arnaud reviendra bien sûr sur ces annonces faites dans ce 20h par Emmanuel Macron à propos de la campagne de vaccination. Et puis sur TF1, dans un instant, la météo à suivre attentivement d'Evelyne Delia, suivie de votre série SWAT. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous donne rendez-vous comme chaque soir à 19h45 et à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. À demain.